J'ai maintenant la chance de rencontrer une équipe ayant travaillé sur la biodiversité des amphibiens. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous aviez déjà fait un travail de recherche dans un autre pays? Non, jamais. En fait, pour nous quatre, même chose. C'est le premier travail de recherche que je fais et c'est dans un autre pays. Fait que... OK. Donc, plein de nouvelles expériences. Exactement. Ouais. Est-ce que c'est une des choses qui vous a motivé à entreprendre le voyage? Oui, ben pour moi, oui. Autre que ça, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui ont fait que vous avez décidé de faire votre projet en voyage? Ben moi, c'est juste de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture. Puis aussi, il y a la partie scientifique plus, mais moi, c'est aussi la partie plus touristique qui m'intéressait. J'avais jamais été en Amérique du Sud avant, donc juste découvrir une nouvelle culture, ça m'intéressait beaucoup. Puis vous, votre projet, c'était sur les amphibiens. Mais quand on parle d'amphibiens, on inclut quelles espèces? Les grenouilles et aussi les crapauds, parce qu'au début, on pensait juste le faire sur la biodiversité des grenouilles en général. Sauf qu'on a aussi remarqué que oui, il y avait des crapauds, donc c'est pour ça qu'on l'a inclus pour que ça soit plus général sur les amphibiens. Donc votre projet, ça ressemblait à quoi de façon générale? Ben, quand on est arrivé sur place, au début, on pensait, oui, choisir les grenouilles. Mais ensuite, on a réalisé que, premièrement, on n'en voyait pas tant que ça le jour. Fait qu'on a réalisé, premièrement, que ça devrait se faire la nuit. Donc ça, c'était, disons, un autre monde, parce que le jour, c'était plus facile, plus accessible, mais là, on a réalisé qu'on devait faire la nuit. Puis ensuite, on a fait des quadras durant le jour. Donc, on a mesuré comme un espace dans le milieu terrestre, puis un espace à peu près de la même dimension dans le milieu aquatique, pour comparer la biodiversité dans les deux, puis on faisait les échantillonnages la nuit à tous les jours. Est-ce que la prise d'échantillons était difficile en milieu aquatique? Oui, surtout parce qu'il y avait beaucoup de roches, beaucoup d'obstacles. Fait qu'il fallait vraiment faire attention au marché. Donc, moi, particulièrement, j'ai tombé plusieurs fois. Et il fallait que je lave mon linge après. Donc, il y avait plein de boue et tout. Mais c'est ça, c'était un peu plus difficile. Aussi, il y avait plus d'espèces dangereuses comme des tarentules, des scorpions, que dans le milieu plus terrestre. Puis est-ce que sur place, vous avez apprécié l'expérience d'être sur le terrain, dans le fond? Au début, c'est sûr que la nuit dans la forêt tropicale, c'est comme tout un autre monde. Là. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Tout est plus actif, là, les serpents. On a vu beaucoup d'araignées que le jour, quand on se promenait, on les voyait juste pas. Donc ça, c'était un choc au début, voir... ça ressemble à quoi la nuit, essayer de se repérer, c'est très sombre, pas la lumière de la ville parce qu'on est quand même loin de la civilisation et tout. Mais sinon, c'était vraiment... Plein de nouvelles bébites qu'on voit pas au Québec. Oui, c'est ça, des bébites de toutes sortes. Fallait bien être préparé, là. Fallait être très alerte, là. Fallait aussi avoir des bonnes lampes de poche pour les lampes de poche, c'était très capable de difficile. Parce que c'était très obscur, dans le fond? Ouais. Donc, ça complexifiait un peu la tâche de recherche. Exactement. Oui, parce que des fois aussi, les grenouilles, surtout en milieu aquatique, quand il pleuvait pas, et ça a été un gros problème durant notre travail parce que c'est supposé être la saison des pluies là-bas. Mais malheureusement, à cause un peu des changements climatiques, de ce que nous a expliqué Raoul, celui-là qui s'occupait de notre recherche avec nous, il pleut pas autant qu'il devrait. Donc là, habituellement, quand il pleut, les grenouilles de verre, ils descendent plus bas. Mais quand il pleut pas, comme dans notre cas, les grenouilles restaient en haut, donc on les voyait vraiment pas facilement. Souvent, on les voyait même pas parce que les grenouilles de verre sont très petites et sont haut perchées. Donc ça pouvait être aussi un problème. Donc c'est pour ça que les lampes de poche étaient vraiment utiles parce qu'on pouvait les voir même s'ils étaient haut perchés parfois, puis Raoul nous aidait à les identifier si on pouvait pas les attraper. C'était aussi un inconvénient de temps à autre. Là. Ouais. Vous étiez plus dans le milieu aquatique, puis il y avait beaucoup de guêpes, toutes les bébites qui voient la lumière, puis qui nous foncent dedans.
Donc, vous avez justement une histoire à raconter sur les guêpes. Ouais. Nous, on a principalement travaillé dans le milieu aquatique avec Raoul, qu'on vous a un peu expliqué. Puis, un soir, c'était même dans les premiers jours, il venait le deuxième jour, il y avait plu un peu. Donc, on pouvait apercevoir des grenouilles de verre. Puis, on en a aperçu quelques-unes qui étaient quand même au perché, mais ils étaient accessibles. Donc, Raoul avait comme un manche pour descendre les branches. Et puis, à un moment donné, après en avoir pris une, on en a vu une deuxième un peu plus haut. Puis, on a tiré sur la feuille et en tirant sur la branche qui était là, Raoul ne s'était pas aperçu qu'il y avait un nid de guêpes. Et puis, comme j'ai vu les guêpes tomber comme par milliers sur tout le monde. Moi, j'étais un peu plus en avant, puis je voyais tout le monde. Puis là, Raoul nous disait « Ah, c'est peut-être pas des guêpes, je pense que c'est des termites. » Là, on n'était pas trop sûrs. On était toutes là, puis on bougeait pas. Puis, à un moment donné, il a dit « Non, 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 c'est des guêpes, OK, on court. » Puis on a juste parti à courir. Mais l'affaire, c'est qu'en revenant les autres jours, les guêpes étaient plus nombreuses et oui, ils étaient plus actifs, puis notamment lui. Ouais, moi, je me suis piqué quelques fois dans le cou. Puis ça fait quand même mal. C'est comme les guêpes au Québec, là. C'est relativement semblable. Ouais. Donc, vous avez parlé de Raoul. Raoul, c'était le biologiste sur place qui vous aidait. Ouais. Comment vous avez trouvé son aide? C'était vraiment utile parce qu'il nous aidait beaucoup dans l'identification des grenouilles parce que, tu sais, les grenouilles, il y avait une certaine image dans les livres qu'on regardait, mais dans la réalité, ils pouvaient être complètement différentes, puis c'est cette espèce-là. Comme la couleur pourrait être brune dans le livre, puis vert, comme la grenouille qu'on a trouvée soit vert. Vous aviez du matériel, des livres pour faire des comparaisons, pour étudier la biodiversité? Oui. C'est des livres que vous aviez amenés ou qui vous ont fournis sur place? C'est Raoul, c'est lui qui tient la réserve dans le fond, puis il y en a une autre en Colombie. OK. C'est à lui la réserve, donc il y avait déjà des livres sur les amphibiens, sur les reptiles aussi. Donc ça nous aidait beaucoup dans notre recherche. À chaque jour, après notre échantillonnage la nuit, on essayait avec les photos qu'on avait prises de comme comparer, d'essayer de trouver c'est quoi, l'identifier en fait, c'est quoi l'espèce. Puis Raoul, il nous aidait vraiment beaucoup, là. C'était, ouais. Puis autre que toute la partie recherche, la partie travail, vous avez aussi eu la chance de faire un peu de tourisme, de vivre une expérience culturelle. Comment ça s'est déroulé? C'était vraiment intéressant, là. Justement, Raoul, on a vu qu'il s'impliquait dans la forêt, mais on a aussi vu qu'il s'impliquait dans sa communauté parce qu'il a envoyé, je pense, une de nos équipes est allée voir des enfants pour comme les sensibiliser sur l'utilisation du plastique, donc utiliser moins de plastique dans le monde. Nous, on n'est pas allés, donc j'ai pas tant d'informations là-dessus, mais je sais qu'après ça, ces enfants-là sont venus nous faire comme un petit spectacle culturel, ils nous ont présenté leur culture. Puis ça, c'était super intéressant. On en a appris beaucoup sur la culture africaine qui est là-bas, là. Donc, c'était vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis on a aussi fait du chocolat. Ça, c'était spécial aussi. Ouais. Parce que Raoul, il y a une écoculture de cacao dans sa réserve, dans le fond. Puis il nous a beaucoup parlé de la différence entre sa culture à lui et la monoculture des cacaos autour, chez ses voisins. Donc, il a pris ses graines, puis on les a toastées, tout ça, le petit mélange. Après ça, il nous a fait une surprise. Il a coupé des fruits, puis il a mis du chocolat dessus. Puis c'était vraiment une belle expérience. Puis est-ce que vous avez visité des endroits qui vous ont marqué? On a vu pas mal, beaucoup d'endroits différents. Comme les premiers jours, on est allé au Cotopaxi. C'est le plus grand volcan actif du monde. Ça, c'est la neige, donc on s'ennuyait pas déjà de la neige. On venait de... Donc, la neige, puis là, vers la fin, on est allé à Puerto Lopez, c'était la plage. Il faisait super chaud, on était très, très bien, c'était vraiment beau. Puis c'était sa famille, ses enfants qui vivaient là-bas. Sa fille, elle vivait sur l'hôtel. Donc, on est allé là-bas, puis on a vu un peu, ça ressemblait à quoi. Moi aussi, je pense que c'est ça que j'ai trouvé spécial aussi, c'est que dans le même pays, on a vu de la neige, une forêt tropicale, puis le bord de l'eau, de l'océan. Fait que ça, c'était comme un mix vraiment... c'est bizarre de dire qu'on était dans le même pays, mais moi, j'ai l'impression qu'on voyageait vraiment à des différentes places là, à chaque fois. Là. Donc, il y avait des différences de température. Comme à Quito, c'était comme 15-16 degrés, puis à Puerto Lopez, ça pouvait monter à 25.
Qu'est-ce que vous croyez que ce voyage-là vous a apporté personnellement? Un peu de débrouillardise, un peu, parce que c'est pas notre langue primaire, l'espagnol, puis il fallait un peu se débrouiller tout seul, et ça, c'est un peu ça. Donc, moi, je sais pas. L'autonomie, on a essayé d'être plus indépendant, être plus courageux aussi dans la forêt. Tout seul, vers la fin, on allait 4 personnes tout seul dans la forêt tropicale la nuit. Donc, il fallait être vigilant, il fallait veiller à ce que tout le monde aille bien. Puis, je pense qu'on s'est aussi rapprochés. Ouais. On va apprendre plus à se connaître. Là. Sous pression, là, on devient un peu plus... je sais pas, là, on change un peu, là, mais on voit bien que comme, ça nous a un peu changé. Là. Comme, tu sais, moi, j'ai plus autant peur des araignées qu'avant. J'ai tellement vu des énormes les petites araignées du Québec, là, ils font plus tant peur. Là. Et pour vous, est-ce que ça vous a enligné vers la biologie, enligné vers un travail scientifique, de recherche? Raoul, il m'a dit à un moment donné, quand on était dans la jungle, il m'a dit est-ce que je voulais devenir biologiste parce que j'étais bon pour trouver les grenouilles et tout. Puis il voyait que j'étais bon manuellement dans la jungle et tout. Fait qu'il m'a demandé si je voulais être biologiste. Bien, moi, j'ai répondu non. J'étais un peu désolée, mais j'ai répondu non. Mais c'est sûr que le côté nature, si j'avais un autre choix, si j'avais une autre vie, dans une autre vie, je serais biologiste. C'est sûr, la biologie m'intéresse, mais je suis plus... j'ai toujours plus aimé les sciences de la santé, donc ça change pas mon choix, moi non plus. Mais reste que l'expérience était formidable, puis je la referais, là, c'est sûr. Ouais, puis moi, j'ai toujours beaucoup aimé la biologie, puis d'aller sur le terrain comme ça, aller explorer un peu partout, puis voir quelles espèces vivaient dans la jungle comme ça, c'était quand même intéressant, puis ça m'a enlignée dans une direction, là, puis c'est sûr que je vais aller autour de ça, là. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui, puis je vous souhaite bonne chance dans la suite de votre projet, donc dans l'analyse des résultats. Merci. Je suis présentement avec une équipe qui a réalisé un projet sur la biodiversité des lézards en Équateur. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à faire le projet au départ? Pourquoi vous avez entrepris le voyage? Premièrement, j'ai entrepris le voyage parce que ça me tentait vraiment de découvrir c'est quoi vraiment sur le terrain et d'avoir une expérience inoubliable avec vraiment la communauté locale et voir les espèces. Et aussi, on était allé à un volcan qui était magnifique, puis aussi à la plage. Moi, c'est vraiment parce que j'adore voyager. C'était juste une autre belle expérience. Puis, moi, personnellement, c'est comme... on a beaucoup de choses à faire à l'école, puis aller là-bas, ça enlève beaucoup de travail. Puis aussi le fait, j'adore voyager, c'était vraiment une expérience. Ça t'apprend aussi à être autonome à plein d'affaires. Puis moi, personnellement, c'est comme, oui, il y a ça, mais c'était un défi à relever parce que moi, avant, j'étais vraiment beaucoup plus réservée, puis je parlais pas beaucoup au monde. Mais le voyage m'a appris, genre, à aller de l'avant, puis plus parler au monde. Donc, c'était un des défis que je voulais relever. Donc, c'est ça. OK. Puis est-ce que vous aviez déjà visité l'Équateur auparavant? Non. Donc, c'est toute une première expérience. En Équateur, oui. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre projet sur les lézards? Qu'est-ce que vous avez étudié particulièrement? Nous avons étudié, au départ, nous voulions utiliser les grenouilles, mais finalement, nous avons étudié la biodiversité des lézards, puisqu'une autre équipe faisait déjà son projet sur les grenouilles. Et nous avions 2 milieux de recherche, un vraiment dans la forêt et l'autre vraiment comme dans un ruisseau. Puis on voulait voir la différence des espèces présentes dans les 2 milieux. OK. J'aime beaucoup ton chandail, d'ailleurs. Est-ce que c'est un chandail que tu as acheté sur place? Oui, c'est un chandail que j'ai acheté sur place parce que ça s'appelle Itapua Project. C'est le nom de la réserve sur laquelle on a été et dans le fait même du projet pour conserver la forêt de Choco qui est vraiment menacée de disparition puisqu'elle est disparue à 98 %. Et avec ce projet-là, ils essayent de trouver des nouvelles zones où ils sont encore sauvages et de les maintenir dans cet état-là. OK. Puis c'est dans cette forêt-là que vous avez effectué le projet? Oui. Vous avez eu de l'aide d'un biologiste sur place? Comment est-ce que vous avez apprécié l'expérience? Bien, il était vraiment gentil. Genre, sans lui, je pense que le projet n'aurait pas été fait. Il nous a conseillé sur comment approcher les lézards. Sans leur blesser. Sans les blesser. Puis les lézards, ça court très vite. Donc, il a dit, à place d'essayer
genre des attraper, essayer de les prendre en photo si c'est possible. Faites pas beaucoup de bruit. Avant de choisir les lézards, comme Claudia l'a dit, au début, on voulait faire les grenouilles, mais on est allé le voir, puis on a fait « Est-ce que ça se peut, les lézards? » Parce qu'on connaissait pas le coin. Puis sans lui, je pense que vraiment, il y en a projet... attrapé comme 5 espèces de lézards, je pense, différentes. Puis il a même mordu, mais « Oh, c'est pas grave, c'est la vie! » Puis là, ça saignait, mais... C'est aussi lui qui nous c'était la a vie. montré les lieux où fallait, genre, t'avais plus de chances d'en retrouver. C'est lui qui nous a fait de la prospection de la forêt. Sans lui, on n'aurait jamais trouvé les... On serait perdus, genre, en 2 secondes. Oui, il nous a beaucoup aidés. Est-ce que c'est lui qui vous a conseillé de faire des échantillonnages nocturnes? Oui. Comment vous avez trouvé ça de faire... En fait, pour moi, surtout la première nuit, c'était vraiment dur. OK. J'ai une phobie des araignées et il y en a des très grosses partout, vu que il y avait de l'eau, c'était dans un ruisseau. Donc, il y en a partout. Puis, on a vu une tarentule. Et mes coéquipières m'aidaient beaucoup à rester calme, même si j'avais beaucoup de difficultés. Personnellement, on bouillait à l'intérieur parce qu'il y avait des araignées, mais juste pour on a pris sur nous pour la faire passer. Ah oui. Puis à la fin, ce qu'on s'est dit, il y a moins de grosses araignées dans la forêt. C'est à partir de là qu'on a décidé de séparer les 2 équipes en 2. Ceux qui préfèrent moins les araignées, qui ont plus peur des araignées, aller dans la forêt. Dans la forêt primaire. Puis ceux qui sont un peu, ça leur dérange pas vraiment, ils sont allés dans le ruisseau. OK. Puis aussi, je dirais que c'est à la fin du projet, elle voyait des araignées et elle ne disait rien. Elle était immobile, elle était à côté de l'araignée, donc c'était très bon. Ouais. Rendu ici, là, c'est comme, OK, il y a une araignée, OK, right. Genre, touche pas, puis elle va pas te mordre. Comme vous travaillez beaucoup la nuit, pendant les journées, vous faisiez quoi? On a quand même travaillé le jour. Il fallait aussi faire des échantillonnages le jour parce qu'on n'en voyait pas beaucoup la nuit. Parce que c'est quand même dur d'en trouver. Puis le temps était sec. Disons qu'on dormait pas beaucoup. Dans le jour, on faisait les recherches, on faisait aussi la prospection du terrain, par exemple, la température, l'humidité du sol, tout ce qui est genre la classification du terrain. Il y a aussi le fait qu'on dormait, parce qu'on arrivait à 2 h du matin quand on revenait, fait qu'il fallait dormir un peu. Ouais, mais même vers la fin, on dormait même plus. On dormait plus, je pense qu'on arrivait à 2 h du matin, on se levait à 7 h, puis on travaillait jusqu'à toute la journée. Puis aussi, on avait genre un document à remplir, faire de la recherche. Puis on avait des journaux de bord à faire en équipe. Donc on faisait qu'est-ce que moi j'appelle la paperasse le jour. Puis on faisait aussi des échantillonnages parce qu'on avait de la difficulté à trouver des lézards la nuit et le jour. Donc il fallait mettre les bouchées doubles. OK. Puis est-ce que vous avez quand même eu la chance de faire un peu de tourisme, de vivre une expérience culturelle? Sur place, pas beaucoup. On a fait des activités à la fin, comme mais pas à la réserve. faire du chocolat. Oui, c'était à la réserve. On a fait du chocolat à partir de graines de cacao. On a aussi eu la chance de voir des enfants danser les danses locales. Oui, traditionnelles. C'était vraiment... sinon, ailleurs, dans l'Équateur, on a juste touristes qui montaient un volcan, descendre un cratère, ce genre d'affaires. Puis vous avez trouvé ça intéressant? Oui, c'est très beau. Ou comme j'ai plein de photos, comme on est sur une île, puis on voit plein il y avait ça des blue baby. Des fous à pieds bleus. Oui, blue baby. C'est une espèce qui est vraiment unique. Ça s'appelle l'Isla de la Plata. On trouve juste ces oiseaux-là dans cette île-là, qui est au large des côtes. Ou aux îles Galapagos. Donc, on appelait ça amicalement les mini Galapagos qu'on a été. C'était vraiment magnifique. Puis est-ce que vous avez apprécié le travail sur place, donc d'être dans un milieu que vous ne connaissez pas nécessairement, pas en laboratoire, de prendre des échantillonnages dans la nature? C'était différent. Oui, c'est vraiment différent. Personnellement, c'est nous qui avons décidé comment ça allait un peu se dérouler. Fait que c'est un changement parce qu'en laboratoire, c'est les profs, ils nous donnaient toujours, vous devez faire ça, puis vous allez arriver à ce résultat-là. Ouais. Là, on n'avait aucune idée c'était quoi le résultat à la fin. Mais c'est le défi de ce voyage-là. On construisait notre propre protocole. Puis vas-y. Mais j'allais dire, ça nous faisait apprécier les douches parce qu'on était crottés du matin au soir. Même si elle était à -8, l'eau. L'eau était gelée. Puis il fallait tout le temps qu'on remette tous les mêmes vêtements.
Puis ça sentait la sueur, c'était dégueulasse. Ouais. Si tu prenais une douche, tu te sentais dégueulasse après. C'est très humide là-bas. C'était très humide. Comme une fois, il pleuvait même pas. Et il faisait 102 d'humidité avec nos instruments de mesure pour tout ça. Comment est-ce possible? D'habitude, on atteint 100 d'humidité quand il pleut. Puis là, on était en haut de 100 puis il pleuvait même pas. Ben, il y a plu la veille, par contre. Oui. Puis il y a aussi le fait, là, rendu à la maison, c'était rendu une bombe atomique. Tous les vêtements qu'on a portés là. Tous nos vêtements étaient dans des sacs, genre scellés. Puis on était genre, vous touchez pas à ça tant que que vous êtes prête en fait, à faire le lavage, parce que sinon, ça va puer dans toute la maison. Il y a même un gars qui, genre, sa valise santé, il push. Il mettait du parfum là-dessus pour que ça sente moins. Non, Nick, c'est genre vraiment son axe. Okay. Donc, vous avez apprécié le retour à la maison avec une douche chaude? Oui. Ouais. Puis c'était comme des fois, c'était froid, mais comme même des fois quand tu prenais ta douche, tu restais même pas à te sécher au complet, tellement que c'était comme humide d'eau. C'était comme... T'étais comme aussi comme moins mouillé qu'avant, mais c'était... Malgré ça, est-ce que vous répéteriez l'expérience? Oui. Ah oui, c'est certain. certain. Oui. Bien, merci beaucoup les filles aujourd'hui d'avoir répondu à mes questions. Puis je vous souhaite bonne chance dans votre fin de cégep. Merci. Je suis présentement avec Frédéric Voin et Guillaume Saint-Arnaud qui sont les responsables du projet. Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre rôle dans le projet? Personnellement, moi, j'étais le professeur qui était responsable des étudiants sur place. J'étais aussi la personne ressource pour la réalisation de leur projet. Donc, les étudiants ne sont pas allés là pour le plaisir. Évidemment, il y avait beaucoup de plaisir aussi, mais principalement, la raison, c'était qu'ils ont un projet à faire à la fin de leur DEC pour l'obtention de leur diplôme d'études collégiales, qui est le projet de fin DEC ou le projet intégrateur. Donc, vous étiez là pour enligner les élèves dans leur projet? Exactement. Il y a une durée limitée de 7 jours seulement qu'on est à la station. Donc, les premières journées, il y a un petit peu de tâtonnement, savoir où est-ce qu'on se dirige, est-ce qu'on fait un projet sur tel ou tel sujet. Mais rapidement, on doit absolument avoir une idée précise de sur quoi on veut travailler. Donc, je m'assurais vraiment qu'il y ait un bon focus puis que les étudiants puissent démarrer rapidement leur collecte de données parce qu'on a justement une durée limitée là, sur place. Et vous, votre rôle? En fait, moi, j'ai vraiment eu un rôle accessoire. C'est vraiment Guillaume qui était responsable d'organiser le voyage, d'accompagner les étudiants. Moi, j'ai eu la chance d'être la 3e accompagnatrice. Il y a aussi Marie-Catherine Fournier, qui n'est pas ici aujourd'hui, qui était avec les étudiants dès le départ. Moi, je les ai rejoints un petit peu plus tard. J'avais comme rôle d'aller visiter une autre station de recherche en Équateur pour qu'on puisse faire la comparaison, étant donné que c'était vraiment la première année là, qu'on choisissait cette destination-là. Auparavant, on allait au Costa Rica. Donc, ça a été mon rôle. J'ai rejoint les étudiants pendant qu'ils étaient à la station de recherche. Puis ensuite, je les ai accompagnés pour la fin du voyage. Puis pourquoi avoir choisi l'Équateur cette année alors qu'autrefois, c'était au Costa Rica? Quand j'ai démarré la réalisation du projet autour du mois de mai 2017, j'ai entré en contact avec la personne qui s'occupait habituellement de nous régler là, pas mal tout le voyage au Costa Rica. On s'est vite rendu compte que c'était beaucoup trop cher pour les moyens des étudiants. Le Costa Rica s'est rendu vraiment un pays qui est de plus en plus recherché par les touristes, ce qui fait en sorte que pour un voyage de 2 semaines, on pouvait arriver avec un prix qui pouvait tourner presque autour de 3 500 à 4 000 $, ce qui est quand même non négligeable comme montant. Donc, on s'est vite rendu compte qu'avec cette destination-là, ce ne serait pas possible d'avoir un voyage qui partirait avec assez d'étudiants. Donc là, rapidement, vers la fin de l'été, il a fallu regarder c'est quoi les autres options. C'est là que Frédéric est entrée en ligne de compte parce qu'elle avait déjà de l'expérience dans ce pays-là auparavant. C'est ça, j'ai eu la chance de visiter l'Équateur quelques fois auparavant, puis j'ai tout de suite pensé à cette destination-là parce que c'est considérablement moins cher que le Costa Rica. Et aussi parce que je savais que le pays avait vraiment tout à offrir, autant au niveau station de recherche, ce qu'on recherchait vraiment pour le cœur du voyage, mais aussi pour la portion où on fait un petit peu de tourisme avant et après la station de recherche, là, donc pour compléter les 2 semaines du voyage. Donc finalement, est-ce que vous avez apprécié l'Équateur autant que le Costa Rica? Est-ce que c'est un voyage que vous reprendriez? Personnellement, je n'ai jamais eu la chance de visiter le Costa Rica. Cependant, je pense que l'expérience a été une réussite totale si je m'en fie aux
au feedback des étudiants. Non seulement le coût du voyage a été vraiment plus bas, mais je pense qu'on a eu la chance de visiter énormément d'écosystèmes qui sont complètement différents. C'est un tout petit pays, mais qui a vraiment une richesse d'un point de vue de la différence des écosystèmes. Donc ça, je pense que c'était vraiment un gros plus pour l'Équateur. Au niveau culturel aussi, c'est ça, les étudiants ils ont vraiment l'air d'avoir apprécié l'immersion, puis ce que le pays avait à offrir. Donc, qu'est-ce que vous croyez justement que ça a apporté aux étudiants de faire un voyage comme ça, de travailler sur le terrain plutôt qu'en laboratoire, de faire un projet un peu différent? Bien, je pense que pour la plupart, c'était une situation qui était complètement différente à laquelle ils étaient habitués. Tous les projets qu'ils ont à faire à l'école, habituellement, ils ont quand même un niveau d'organisation qui est très, très précis, qui est très, très serré. Ils sont rarement laissés à eux-mêmes. Ils ont vraiment, que ce soit pour des rapports de labo, ils ont des guides de rédaction, ils ont des consignes extrêmement précises à suivre. Là, on les a vraiment laissés à eux-mêmes dès le départ. Donc, autant que ce soit du choix de projet à l'élaboration du protocole, à aller sur le terrain seul, prendre les résultats, des fois la nuit, en plein milieu des araignées, des serpents, des fourmis. Donc, ce niveau d'autonomie-là n'avait pas encore été vraiment possible de par les autres projets. Ça, c'est vraiment la première chose qui leur aurait été le facteur le plus important, je pense, la qualité la plus importante qu'ils ont découvert suite à ce voyage-là. Mm-hmm. Puis je pense aussi, c'est ça, le dépassement de soi. Il y en a beaucoup pour qui c'était déstabilisant, justement, là, la jungle en pleine nuit ou simplement d'être dans une autre culture où il fait chaud, il fait humide, on ne comprend pas ce que les gens nous disent, ils parlent espagnol. Cet aspect-là a été aussi grandement important. Comment s'intègre ce projet-là dans le reste du cours de sciences nature? C'est le cours projet intégrateur, dans le fond, qui est obligatoire à l'obtention du diplôme d'études collégiales. C'est un cours qui se passe généralement à la dernière session de l'obtention du DEC. Ce cours-là, l'objectif, c'est vraiment de forcer les étudiants à découvrir à 100% c'est quoi une démarche scientifique du point de départ, c'est-à-dire le choix d'un projet, jusqu'à l'objectif final, c'est-à-dire la présentation de ce projet-là, de la récolte de données, de l'analyse des données et de la réponse à leur hypothèse. Fait que c'est vraiment d'être capable de rendre compte à 100% de c'est quoi une démarche scientifique de haut niveau. Donc, on veut vraiment pratiquement faire une petite introduction à la vie, la recherche, pas la vie, au monde. Comment on dit ça, la recherche académique? Oui, c'est ça, une introduction à la recherche académique de plus haut niveau. Puis ceux qui sont partis en Équateur, en fait, ils ont eu le privilège de faire leur récolte de données sur le terrain. Donc, c'est le but du séjour à la station de recherche, c'est vraiment de choisir son sujet, de bâtir son protocole et de récolter ses données. Donc, c'est l'équivalent d'à peu près 35 heures de travail, ce qui équivaut à peu près une dizaine, 10 ou 11 cours en classe, normalement, au laboratoire. Donc, les étudiants, évidemment, tout le monde doit passer par là pour obtenir son DEC. Donc, les étudiants qui ne sont pas partis en Équateur, ce qui représente la majorité de nos étudiants, vont faire ce cours-là durant 15 semaines dans la session d'hiver, dans le fond, leur dernière session d'études, à raison de 3 heures par semaine en laboratoire. Donc, la seule différence, c'est que nos étudiants d'Équateur ont fait leur récolte de données sur le terrain. Et ce qu'il leur reste à faire au retour, c'est de l'analyse de données. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui, puis merci pour votre implication dans le projet. Merci.